Le compte à rebours est lancé dans 2 heures, dans un peu moins de 2 heures, c'est-à-dire à 9h35 heure suisse. La sonde Rosetta va larguer le robot Philae. 7 heures plus tard, ce même robot devrait en principe se poser sur une comète. Ce sera une première mondiale et aussi l'aboutissement d'une mission spatiale lancée il y a plus de 20 ans. C'était en 1993. Sur la comète Churyumov-Gerasimenko, le robot devrait collecter des données qui serviront à mieux comprendre comment le système solaire s'est créé et peut-être même comment la vie est arrivée sur Terre. Bonjour Thierry Courvoisier. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, professeur à l'Université de Genève. Vous êtes aussi président de l'Académie suisse des sciences. Merci d'être avec nous jusqu'à 8 heures. Alors on dit parfois que Rosetta, que cette mission s'apparente à de l'archéologie spatiale qui serait a priori de termes antinomiques. Expliquez-nous. Oui, ce qui se passe, c'est que les comètes sont très probablement, elles sont des morceaux de matière tels qu'elle existait au moment où le système solaire s'est formé. Le système solaire s'est formé, le Soleil s'est formé au centre, un grand disque autour. Une partie de ces disques, c'est devenu les planètes. Et puis, il y a des morceaux qui sont restés. Et ces morceaux certains d'entre eux sont les comètes que l'on voit maintenant. Alors, au fond, analyser une de ces comètes, c'est aller regarder un morceau de cette matière qui n'a pas subi les transformations que les planètes ont subi. Sur la Terre, par exemple, on ne trouve plus d'hydrogène et d'hélium, ou très peu. On trouve par contre des éléments lourds. Il y a donc eu toute une fragmentation. On met le fer et le nickel au milieu, puis on met un peu le reste à l'extérieur, puis le reste, c'est vous et moi. Mais là, on a le morceau originel avec lequel on a fait toute cette cuisine. Alors on comprend, vous l'avez très bien expliqué, le mot archéologie spatiale, ce qu'on va essayer d'y trouver. Les scientifiques ne s'accordent pas tous sur cette question. Est-ce qu'on trouve dans ces comètes de quoi, à l'époque, rendre la vie sur Terre? Est-ce qu'elles contenaient, ces comètes, les molécules nécessaires à la vie? Qu'en pensez-vous? Ou dans quel camp vous situez-vous, professeur? Alors, je pense qu'il faut se situer dans des camps quand on pose des questions comme ça, parce que pour finir, la réponse, elle est dans l'observation et dans la mesure de ce qu'on va faire ces prochains temps. Mais c'est aussi ça qu'on va chercher. C'est ça qu'on va chercher, absolument. On va chercher beaucoup de choses. On va chercher justement la nature de ces objets. On va chercher la composition chimique. Et ça, on est en train de le faire. Vous parliez tout à l'heure du spectromètre de masse de nos collègues bernois. C'est ça qui mesure. Ils ont déjà trouvé du soufre, de l'oxygène, ils ont trouvé de l'alcool, ils ont trouvé nombre de choses intéressantes et qu'on n'attendait peut-être pas aussi loin du Soleil qu'on l'est maintenant. Alors ces comètes, on les a déjà observées, mais un peu de loin, on ne s'est jamais posé dessus. Ça, ce serait une première historique. Hein. Non seulement ça, mais c'est la première fois aussi qu'on en suit une et qu'on l'observe d'aussi près que ce qu'est en train de faire la sonde Rosetta, qui continuera ce boulot pendant encore toute une année. Donc en fait, cette mission, c'est déjà un succès absolument phénoménal. Vous avez probablement vu ces photos de cette comète avec ces deux espèces de boules reliées au milieu par quelque chose qui ressemble à rien. C'est encore une illustration de la richesse de la nature à l'extérieur, à vrai dire. C'est quelque chose d'absolument fascinant à voir, mais on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. Thierry Courvoisier, on l'a dit, cette mission a été lancée il y a plus de 20 ans, en 93. Si je ne fais erreur, on avait mis moins de temps pour aller sur la Lune. Au fond, ce qu'on fait là est de plus grande ampleur, ou plus compliqué que d'aller sur la Lune, non ? Oui, alors attention. On a mis 10 ans pour construire le satellite, puis ensuite ça fait 10 ans de voyage. Quand on va sur la Lune, on ne met pas 10 ans pour y aller. C'est vrai, c'est 300 000 km, donc c'est un petit peu plus... nettement plus près. Là, on est à 3 unités astronomiques, c'est-à-dire à 3 fois la distance entre la Terre et le Soleil maintenant. Ça fait 3 fois 150 millions de kilomètres. On est beaucoup, beaucoup plus loin et on a mis 10 ans. Ce qui pose... C'est long ou c'est pas long, 10 ans? C'est long par rapport à la carrière d'un scientifique. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus il y a 20 ans, qui verront peut-être pas, malheureusement pour eux, le résultat. Hein. Alors, notre collègue Hans Balziger, qui est à l'origine d'un de ces instruments, lui, il a travaillé déjà bien avant 93, avant que la mission ne soit acceptée, puisqu'il a fallu la concevoir. Puis ensuite, il a travaillé pour fabriquer son instrument. Ensuite, il a rendu son instrument. Puis ensuite, il a dû attendre une bonne décennie. Maintenant, il est à la retraite, mais il va voir le résultat de ce qu'il fait. Et au fond, ça veut dire que dans nos instituts, si on veut faire des projets de cette nature-là, il faut arriver à avoir des structures humaines qui permettent d'avoir une durée de cette nature. Ceci dit, c'est long par rapport à ça, mais c'est court par rapport à nombre de voyages qu'on peut vouloir faire dans le système solaire ou ailleurs.
on n'est qu'à 3 unités astronomiques. On n'est pas encore du tout autour de Jupiter et de Saturne avec ça. Oui, tout est relatif, j'allais dire, professeur. On l'a dit, il y a un spectromètre de masse, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est bernois à l'Université de Berne, qui a une longue tradition dans la recherche spatiale. Quelle retombée concrète, si ce n'est la réputation et la notoriété, peut-elle attendre cette université de cette mission-là? Mais le but d'une mission de cette nature, enfin de toutes ces missions scientifiques, c'est de savoir, c'est le connaître, c'est la connaissance, c'est la science. Donc leur but, c'est de savoir, c'est ça qu'ils cherchent. D'obtenir un peu des crédits aussi, non, après, si tout marche bien. Alors, question difficile pour le scientifique que vous êtes. Je comprends très bien la question. Oui, les crédits viennent quand ça marche et puis qu'on peut continuer. C'est juste. Et effectivement, il y a des gens qui auront fait des annonces un peu tonitruantes à des moments idoines par rapport à leur recherche de crédit. Tout ça, c'est juste. Vous pensez à quelqu'un de particulier là? Il n'en reste pas moins que le but fondamental, c'est la recherche. La plupart des gens sont simplement honnêtes quand ils font ça. Alors ensuite, oui, il y a toute cette lutte qu'il faut faire pour amener les crédits nécessaires pour faire ce boulot, parce que c'est du boulot qui est cher, ça demande beaucoup d'efforts de la part de beaucoup de gens, mais je crois que c'est faux de faire un procès à mes collègues de dire on fait simplement du vent. Là, c'est vraiment du boulot absolument magnifique qui est fait par des équipes de scientifiques, par des équipes d'ingénieurs, parce qu'il faut les faire, ces instruments. Hein. Et là, il y a APCO à côté d'ici qui a joué un rôle clé autour de ça. Et ces gens, ils ont mis toute leur tripe dans l'accomplissement, enfin dans la fabrication d'un instrument comme ça. Ils vont récupérer les fruits de ça. C'est quelque chose de magnifique. Et je vous serez reconnaissant effectivement de ne pas leur faire un procès en disant qu'ils sont juste en train de faire ça pour leur crédit de l'année prochaine. Non, nullement. Je posais la question qui me paraîtrait une question logique quand on parle aussi de recherche. On dit qu'il y a moins d'argent pour la recherche spatiale, qu'au fond ça concerne moins. On prenait le président Obama aussi qui avait coupé des crédits, etc. Est-ce qu'on a plus de peine à faire du spatial maintenant qu'il y a 10, 15 ou 40 ans? Alors je crois qu'il y a deux choses. Oui, en partie on a plus de peine, c'est juste. Et en partie les missions deviennent plus difficiles, plus complexes et plus chères. Et ça c'est parce que les missions faciles ont été faites. Donc quand on veut aller plus loin... Qu'est-ce qui était facile, professeur? Alors au moment où on s'y... au moment où on s'y plaçait, les choses n'apparaissaient pas faciles. Mais quand vous regardez depuis plus loin, vous dites, par exemple, la feuille d'aluminium que les Bernois ont aussi posée sur la Lune à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement simple par rapport à ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc les coûts suivent de la même manière. Et par voie de conséquence, avec des budgets qui ne grandissent pas ou qui décroissent même un petit peu, on doit faire des choses plus difficiles maintenant que ce qu'on faisait à l'époque. Et avec ça, on a un problème un vrai problème de pouvoir faire avancer cette science comme on le souhaiterait le faire. Maintenant, on dit toujours que c'est cher, oui. Mais si vous regardez, à vrai dire, ce que l'on obtient avec ce que l'on a mis dans le jeu, et si vous comparez l'argent qui est mis dedans avec la population qui sert cet argent, on dit 1 milliard et des poussières pour Rosetta, mais ce milliard, il est payé par 300 millions d'Européens. Ça veut dire que sur cette période de 20 ans, on a mis chacun 3 francs, quelque chose comme ça. On a mis 3 francs en 20 ans, ça veut dire que par année, on n'a pas mis grand-chose, enfin ça fait à peine un café. Donc, la qualité de la connaissance que l'on retire par franc qu'on met, c'est pas quelque chose de si cher que ça. 3 francs par habitant en 20 ans. Je crois que c'est important de le réaliser. Notre monde a besoin de cette approche rationnelle du monde, de cette observation qu'on fait. Il en a besoin pour le savoir, mais il en a aussi besoin pour gérer ses problèmes ici et sur place. Si on abandonne cette façon de regarder les choses, qui nous vient, à vrai dire, de Descartes et des suivants, alors on est livré à tous les arbitraires de la création et on arrivera à un monde dans lequel je ne suis pas sûr d'avoir envie de vivre. Plaidoyer pour la recherche fondamentale aussi, Thierry Courvoisier. On l'a dit, c'est aussi aux origines de la vie sur Terre qu'on s'attaque. On attend les résultats pour quand de ces... Si toutefois le robot arrive à se poser sur la comète, ensuite il va faire des prélèvements, on va analyser tout ça. On saura quand
On aura quand la réponse? Alors, le robot devrait fonctionner pendant une semaine. Il a été dessiné comme ça. Ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. Ça pourrait aussi durer moins longtemps. Il est fait pour aller prélever des petits éléments de la comète et les analyser, trouver les molécules. Et une chose qui est rigolote, c'est qu'on va aussi mesurer la chiralité de ces molécules. Chiralité. Vous et moi sommes faits de molécules qui ont été processées par la vie. Ces molécules, elles tournent dans un sens, comme un tire-bouchon. Et les molécules de la vie tournent tous dans le même sens. Par contre, si vous les faites dans une éprouvette, vous avez les deux sens. Vous avez des tire-bouchons qui vont dans les deux sens. Et là, on va pouvoir mesurer là-bas le fait que... comment ces molécules tournent. Alors, si on en trouve la moitié qui vont dans chaque sens, on n'a pas de signature biologique. Par contre, si on trouve qu'il y a plus d'un sens que de l'autre, alors on est avancé d'un gros cran vers ces questions qui portent sur l'origine de la vie. Si elles tournent dans le même sens, ou si beaucoup tournent dans le même sens, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que oui, ces comètes portaient en elles les germes de la vie, ou qu'on a une indication dans ce sens? Ça veut dire que la présence de ces molécules est d'une manière ou d'une autre liée à des processus qui sont les mêmes que ceux de la vie chez nous. Je n'irai pas plus loin parce que ni vous ni moi ne pouvons définir la vie. Non. Donc, par voie de conséquence, on doit progresser dans ce sens-là. Et on a là une très belle étape devant nous et on ne peut que souhaiter que ça marchera bien. Oui, et après, alors il y a les scientifiques, les philosophes, les théologiens qui s'attaqueront à la question. Hein. Votre réponse personnelle à vous, c'est laquelle? Celle du scientifique sur les origines de la vie? C'est ces comètes-là ou il y a autre chose? Enfin, où vous situez-vous? Les comètes jouent très probablement un rôle important, ne serait-ce que parce qu'elles ont amené l'eau sur la Terre. C'est très difficile de comprendre pourquoi il y a de l'eau, pourquoi il pleut aujourd'hui. Les comètes jouent un rôle là-dedans. Maintenant, moi, à partir du moment où la vie est apparue ici, je pense qu'elle est apparue ailleurs aussi, il n'y a pas beaucoup de raisons. Maintenant, il faut faire un petit peu attention parce que quand on dit la vie comme ça, on imagine des gens comme vous dans un studio puis qui vont faire la même chose ailleurs. Mais si vous trouviez quelques amibes sur une planète quelque part, c'est la vie. Même si la communication est relativement difficile. On trouvera un jour. Moi, je pense que oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça, c'est l'espoir de tout astrophysicien, de tout chercheur dans le domaine spatial. Fermi, qui était un grand physicien de la milieu du siècle dernier, lui, il posait la question un peu autrement. Il disait, mais où sont-ils? L'air de dire, au fond, si nous sommes développés comme ça, le laps de temps à disposition est très grand. On a commencé un peu plus tôt, donc il n'y a aucune raison que la vie, d'une façon ou d'une autre, ne diffuse pas. Alors on verra, c'est peut-être pas de notre vivant la réponse à cette question, mais in fine, moi je serais très 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 surpris que la vie ne se soit développée que ici.